si la F1 allait trop vite pour les jeunes? Stefano Domenicali veut rajeunir la discipline, format plus court, week-end plus dynamique. Faut-il vraiment révolutionner la F1 pour plaire à TikTok, pour séduire les ados? Faut-il zapper les essais? Faut-il intégrer une 12e écurie alors que Cadillac arrive en 2026? La F1 semble refermer la porte à une nouvelle équipe. Alors est-ce une erreur? Quant à Verstappen, il a pris le volant d'une Porsche GT3. Simple défi ou message caché, Max s'amuse en dehors de la F1, mais est-ce bien raisonnable? Prend-il des risques inutiles ou prépare-t-il déjà l'après? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi, bien sûr. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous, je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Moi, cette semaine, j'ai décidé de supporter les petites écuries. Avec comme fanat du paddock cette semaine, à mes côtés, elle supporte l'une des plus grandes écuries du plateau, à savoir Red Bull. Justine Pélisson, alias DRS Queen. Bonjour Justine. Surtout l'un des plus grands pilotes de F1 connus, Max Verstappen. Mais bonjour Olivier, bonjour à tous. Il n'a pas la langue dans sa poche et il couvre toujours du regard l'écurie Mercedes. Il est toujours orphelin de l'élu, son chouchou Lewis Hamilton, le numéro 44 de légende, parti chez Ferrari. Monsieur Laurent Pantanage, salut Laurent. Bonjour tout le monde, très content d'être là. Et à ma gauche, notre ami Guillaume Pommier, le champion du monde du quiz F1, qui compense largement les performances pas très glorieuses. C'est inversement proportionnel. Petite équipe du plateau, c'est ça? Alias Redele Forever, bien sûr. Salut. Bonjour Olivier. Et quant à moi, malgré mon accoutrement, je supporte toujours Fernando Alonso jusqu'au bout. Et l'année prochaine sera la bonne avec l'Aston Martin désignée par Adrian Newey. Oui, Laurent. La bonne nouvelle, c'est que tu seras à la retraite avant Fernando Alonso. Donc. Si je pouvais partir à la retraite dès demain, j'irais, mais au rythme où ça va, c'est pas gagné. Allez, un mot au sujet du sponsor de cette émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo, là en dessous. Et je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, donc c'est interdit à Justine. Et je vous rappelle également, que c'est un jeu et qu'il ne permet pas de s'enrichir, donc il faut travailler, les garçons. Ouais. Non, bon. Un grand merci en tout cas à Winamax qui sponsorise cette émission. Madame, messieurs. Radio check. Loud and clear. En préambule, on va essayer de répondre à une question toute bête. Faut-il raccourcir les Grands Prix ? Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a lancé plusieurs pistes pour renouveler le format des Grands Prix. Et certaines visent directement pour capter les audiences des plus jeunes, celles qui consomment le sport aujourd'hui différemment et essentiellement des formats courts sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube. Premier point mis en avant par Stefano Domenicali, les formats courts sont plus populaires chez les jeunes et l'audience des extraits des Grands Prix sur les réseaux sociaux ou YouTube, les audiences sont bien supérieures au format de diffusion traditionnel et officiel, à savoir les essais, les qualifications et la course. C'est ça qui le motive. Est-ce que ça vous surprend que les jeunes se précipitent sur des contenus plus courts que des contenus plus longs? Allez, on va peut-être commencer avec Laurent. Non, ça ne m'étonne pas. On est dans une ère de l'instantanéité, du scroll, du réel très court. Donc tu vois, Instagram est passé à passer ses stories de 30 secondes à 1 minute. Il y a plein de gens qui disent mais c'est beaucoup trop long 1 minute, tu vois. Donc il y a une autre partie qui dit c'est super, on peut voir des contenus un peu plus longs. Donc je pense que il y a effectivement une volonté de consommation rapide et c'est avec une accroche. Il faut que l'accroche elle soit instantanée. C'est-à-dire si dans la première seconde tu n'as pas accroché, ça passe. Donc je peux comprendre la réflexion. Après, je pense qu'on va creuser un peu plus profondément le sujet parce que c'est pas aussi simple que ça. Votre réaction à cet engouement sur les réseaux sociaux, à ces formats courts, on sait qu'il y a beaucoup aussi de contenu payant. Pour vous regarder la F1 en France, il faut mettre la main à la poche. Ce n'est pas le cas chez les plus. Est-ce qu'il n'y a pas une piste par rapport à ça aussi? Je te laisse, Guillaume.
Première chose, je partage évidemment l'avis de Laurent. Attendez, non, c'est pas possible. Tu partages l'avis de Laurent? Oui. Attention, non, t'as pas de jingle. Non, je sais pas. What the fuck, il serait bon, hein. Attends, je cherche. Oui, il est là. Voilà. Hop. What the fuck? Vas-y. Non, mais oui, ça vaut pour la F1, ça vaut pour le sport, ça vaut pour la vie en général. Il y a une volonté de consommer des contenus très courts, et en particulier chez les jeunes générations adeptes des réseaux sociaux. Donc évidemment, il y a cette culture effectivement du zapping, de l'instantané, de la rapidité. Maintenant, on va en parler. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut adapter le sport en général, et là pour le coup la F1, ce qui nous intéresse aujourd'hui, à cette culture des jeunes. Et il ne faut surtout pas dénaturer la Formule 1, et je pourrais développer plus tard dans l'émission. On a vu un fort engouement en France du GP Explorer, notamment chez les plus jeunes, qui n'est pas un format court, qui est plutôt un format long, qui dure tout un week-end. C'est un stream qui n'en finit plus. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Justine? Et encore une fois, précisons qu'aujourd'hui, si on veut regarder un Grand Prix, il faut mettre la main à la poche, ce qui n'est pas le cas des réseaux sociaux. Non, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Moi, un point que j'aimerais mettre en avant, c'est surtout le fait que cet accès à des contenus rapides, ça permet aussi, on va en reparler, de démocratiser l'accès à la Formule 1 et de peut-être comprendre aussi les enjeux. Je vois bien, moi, dans les vidéos que je vois dans mon feed, c'est que voilà, c'est des experts ou des influenceurs qui vont un peu vulgariser des sessions. Ça va être le pit stop qui a été raté chez Ferrari, ça va être un accident qui a eu lieu, ça va être vraiment la dernière ligne droite, ça va être des pénalités. Et c'est vrai que ça permet en fait de déconstruire des longues courses. Et en même temps, malgré tout, même si c'est trop rapide et du scroll, et parfois c'est au détriment de la course entière et de l'information complète, ça permet malgré tout d'aller atteindre d'autres audiences et de donner envie en fait de faire du teasing. Et c'est terrible, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est un outil de promotion de la F1 aujourd'hui. Et après, dans l'espérance qu'après on convertisse et qu'on permette d'attirer un nouveau public pour vraiment les faire devenir des vrais fans. Et après, sur l'Explorer, je suis un peu moins à l'aise sur le sujet, sur ce format-là. Le GP Explorer dont tu parlais. Tu es la plus jeune d'entre nous. Je sais, mais je suis plus F1 driven que. On va tous participer au GP Explorer. Là. On pose notre candidature à Squeezie, notre candidature. Exactement, oui. Alors, première piste avant de parler du sujet qui a fait le plus polémique, à savoir raccourcir la durée des Grands Prix. Le boss de la F1 veut privilégier les courses sprint au détriment des essais libres. Que pensez-vous de cette idée? Je sens que Guillaume est vent debout. Alors oui, par défaut, je suis vent debout, mais quand je compare par rapport aux autres options, c'est la moins mauvaise. Donc la moins pire. Est-ce que tu serais pas un peu suisse? Un peu suisse? Non, donc je pense qu'on va parler effectivement de toutes les idées de Domenicali pour effectivement, je sais pas comment on dit, renforcer le spectacle. Alors la première, c'est plus de courses sprint. Est-ce que tu es d'accord? Au détriment des essais libres. On voit bien que c'est pas passionnant, les essais libres, ça dure. Mais ça n'a pas la même vocation. En fait, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'audience. Là, en l'occurrence. En fait, il y a deux choses. Est-ce que c'est passionnant et est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est passionnant? Évidemment, non. D'ailleurs, nous, on est des passionnés de F1. Je ne suis pas certain que tout le monde ici regarde les essais libres 1 et 2 le vendredi. J'avoue que c'est le moment où, généralement, après le café, j'ai tendance un petit peu à m'assoupir. Bon, en tout cas, pourquoi? Déjà parce que le vendredi, en général, on travaille quand même, donc on est moins disponible que le week-end. Et puis que souvent, on se contente de regarder un petit peu ce qui se passe en termes de résultats et puis de tendances. Et on commence vraiment à entrer dans le week-end au moment des qualifications. C'est ça qui se passe, en vrai, y compris pour les grands fans de F1 comme nous. Donc, est-ce que c'est le plus passionnant? Non. Est-ce que c'est utile? Oui. Parce que du coup, c'est quand même ça qui permet aux écuries de préparer la voiture pour le samedi en qualif et le dimanche en course. Donc il y a en fait une dynamique de réglage qui est intéressante et qui permet d'ailleurs aux écuries qui viennent pas forcément avec le bon setup de faire des modifications, de tester des choses et du coup de rendre la suite du week-end plus passionnante. Donc là, en fait, ça peut aussi quand même être utile et in fine de redonner du spectacle passionnant plus le samedi et le dimanche. Ce qui voudrait en fait D'ailleurs, toutes les fois où il y a eu des courses sprint, on s'est rendu compte qu'il y avait des écuries qui étaient un peu en mauvaise posture du fait du manque d'une séance d'essai. Ouais. Alors concrètement, l'idée c'est qu'on ait un week-end de Grand Prix de 3 ou 4 jours et que chaque jour il y ait presque une course. Si on supprime les essais, comment les écuries vont préparer non seulement leur Grand Prix et comment ils vont tester leur évolution? Comment faire en sorte qu'une écurie qui est en retard ou une écurie qui a peu de moyens comme Haas puisse se rapprocher d'écuries leaders si on ne peut plus faire d'essais? On va se contenter des simulations. On sait que ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas aujourd'hui.
Tu sais, j'ai toujours cette image en tête. Je crois que c'est Pierre Gasly à côté de Alain Prost, et ils comparent un peu leur Formule 1, quoi. Tu vois, et Alain Prost dit, nous, on n'avait pas besoin de faire de simulateur. Parce qu'on passait nos journées entières et puis pas besoin de faire d'entraînement sportif. Enchaîner les tours. Ouais. Et donc, il dit, d'ailleurs, il rajoute, d'ailleurs, on n'allait pas à la salle de sport parce qu'on passait tellement de temps dans la voiture et quand la voiture arrivait, elle était prête. Et il y avait vraiment une démarche d'innovation permanente. Tu vois, on pouvait innover. Et une écurie qui démarrait moyennement un championnat avait une capacité de progresser. Bon, on l'a vu quand même il y a 1 ou 2 ans avec McLaren, mais à l'époque, c'était... Là, si on se plante dès le premier Grand Prix, qu'on est loin, généralement, c'est fini pour la saison. Et on pourrait parler du cas d'Alpine, quoi. Alpine dit depuis des années, 2 années, qu'ils ont un petit problème de moteur. Ils se rendent compte qu'ils ont un peu de manque de puissance. Ils demandent une dérogation qu'eux-mêmes avaient tolérée par le passé, en plus. Pour Honda, oui. Et finalement, ils l'obtiennent pas. Donc, pour moi, il y a un problème de fond. C'est certainement comment faire plus de spectacles, plutôt que... Je vais prendre le problème à l'envers, Olivier. On parle de raccourcir, mais si les Grands Prix étaient, que tu restes scotché, quoi. Tu vois, toutes les 2 secondes, il se passe quelque chose, un dépassement, un changement au stand, tu vois, tu t'en fous que ça dure 3 heures. Tu as même envie que ça dure 10 heures si tu on l'a vu avec le GP Explorer, c'est pour ça que je donnais c'est pour ça que si c'est très très bon, s'il y a vraiment de la qualité et du spectacle, tu t'en fous de la durée. Les gens, ils vont avoir envie d'en avoir plus. On va en parler après du coup de la durée, mais juste pour le sprint. D'ailleurs, les courses sprint sont généralement pas forcément très intéressantes. Oui, pas les plus intéressantes. On se fait chier en fait dans les courses sprint, il se passe rien. En fait, ça tease un peu de manière mauvaise pour le dimanche parce qu'on sait à peu près sur le long relais comment ça se passe. Il n'y a aucun arrêt au stand, il n'y a quasiment pas de dépassement. C'est le même classement que sur la grille, c'est nul. Donc là, en l'occurrence, elle est trop courte, la course au sprint, on est d'accord. Il n'y a pas d'enjeu, ils ont peur de casser la voiture pour le lendemain. Donc tu serais d'accord, mais à condition de valoriser la course au sprint et en faire une vraie course. Oui, mais 2 courses, quoi, pas une course. Moi, c'est là où je me dis vraiment la ligne est très fine, de se dire que là, on va essayer de remettre en question le format du Grand Prix, juste. Pour le prétexte de se dire il faut que ce soit plus attrayant et attractif pour l'audience. Enfin, ça devient pathétique. C'est ce que tu disais, l'utilité des essais libres, c'est vraiment essentiel pour commencer à régler la voiture, pour faire des tests, pour que les pilotes... Ça me paraît lunaire de se dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde de médiatisation, on est obligé de se dire qu'on doit repenser, quitte à se dire, du coup, on va sacrifier en fait, les essais, les séances où on peut avoir de la data qui est essentielle. Quand Zach Brown venait à Paris nous parler à Vivatech de comment il avait besoin de capter des millions de points de data pendant un week-end et que c'était essentiel pendant la course, tous les rapports qu'il y a avec les ingénieurs, on lui enlève ça et comme ça après il y va en freestyle pour faire un joli sprint qui, comme tu le dis, ça ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, on a une jolie course le dimanche, tout le monde est heureux, mais en fait on ne progresse pas. Moi, je serais plutôt partisan, je ne sais pas ce que vous en pensez, quitte à non pas de supprimer les essais, mais de généraliser de faire un seul essai ou de dire non, mais de généraliser les courses sprint et les rendre plus intéressantes, donner plus de points pour inciter peut-être à prendre plus de risques, mais ne pas supprimer les essais pour autant. Mais, après, mais Olivier, en fait, tout dépend aussi de ce qu'on veut pour on sent bien qu'on y va. Hein. Si l'objectif, mais si l'objectif effectivement est de cumuler du temps d'antenne et du temps d'audience des gens, effectivement, mais moi c'est pas le mien, tu vois. Bien sûr. Moi je m'en fiche en fait de ça. Moi ce que je veux c'est que un peu pour refaire la F1 quand même. Oui, non mais bien sûr, mais les gens nous écouteront même s'il n'y a pas de sprint. Mais on a une. J'ai cru même s'il n'y a pas Laurent. Mais non. On a une audience de passionnés, mais. Qui d'ailleurs doit être d'accord. Là, on part du postulat qu'on a comme objectif de faire grandir l'audience et le spectacle. Bon, la F1, avant d'être un spectacle, c'est quand même un sport. D'accord ? Le sport n'est pas qu'un spectacle. On ne va pas, en fait, au cabaret ou au concert. Donc, l'idée, c'est pas qu'il y ait plus de monde devant la télé. Alors, effectivement, si tu veux faire ça, je suis d'accord avec toi. Donc, il y aura plus de personnes en cumulé d'audience devant la télé le week-end s'il y a plus de sprints. Maintenant, est-ce que la F1 sera plus intéressante pour autant et on aura plus envie de la regarder ? Pour ma part, non. Tu as peur quand tu... Et c'est comme si au tennis, tu leur disais, on fait que des tie-breaks. On fait plus de 7. Bien sûr. On fait que... T'imagines le sport ? On va parler de la durée, j'imagine. Et là, pour le coup, je suis tellement opposé à ça. Enfin, juste, c'est... On va y venir. Mais après, opérationnellement parlant aussi, le fait d'avoir des sprints. Attends, on sait qu'il y a d'autres disciplines qui ont tenté des choses. Ouais. Le MotoGP, entre autres. Vas-y, développe le MotoGP. Non, mais ils ont mis des tests illimités, ils ont introduit plus de développement pour les écuries en difficulté, des jours supplémentaires pour certains manufacturiers, tu vois, selon le rang de classement des constructeurs. Moi, je pense que tout ça... Ça serait plutôt pas mal pour la F1, pour resserrer le niveau. C'est ça, on veut du spectacle, il faut que le niveau des voitures soient proches les unes des autres. Alors, moi, je suis partagé là-dessus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a eu des années où la Formule 1
il y avait des écuries qui n'arrivaient pas à boucler leur budget. Oui, non, ça Ok. c'est le budget Non, de mais- cap. Non mais, tu vas voir, il y a des années où les écuries n'arrivaient pas à boucler leur budget. Donc, il y avait des écuries qui avaient, on va prendre par exemple le Mercedes, qui avait d'énormes moyens, qui avaient finalement, c'était open bar. Il dépassait les plusieurs centaines de millions de dépenses, alors qu'il y a des écuries qui étaient à presque moins de 100 millions, ce qui rendait les choses très difficiles. Il s'est passé deux choses. La FIA et Liberty Media ont rendu la Formule 1 ultra populaire sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que l'audience a explosé. Merci Netflix. Merci. Ouais. Non, mais merci Liberty Media, c'est eux qui sont allés négocier avec Netflix. Ouais. Donc, Oui, mais donc la Formule 1 est devenue ultra populaire. Qu'est-ce qui se passe avec cette popularité? Les sponsors, les sponsors tapent à la porte. Ouais, il y a plus de place sur ton t-shirt pour mettre un sponsor. C'est ça. Et même des écuries qui avaient très peu, même des écuries qui avaient très peu de sponsors. Tu vois, aucun n'avait très peu besoin. Ferrari, par exemple, aujourd'hui, il croule sous les écussons. Et regarde, remets-moi une seconde. Moi aussi, hein. Voilà, regarde, remets Justine, regarde Justine. on a moins de sponsors chez Alpine. C'est vrai. On a moins. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce problème d'argent. Donc en fait, c'est le pinacle du sport automobile. Okay, pour moi, on devrait ne pas se prendre. D'ailleurs, on a fait même rentrer une 11e équipe. On parlera après d'une 12e équipe. Donc pour moi, c'est pas un problème. C'est plus un problème d'argent. Donc ce que je pense qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait autoriser toutes les équipes à pouvoir faire plus de R&D et pas à limiter de façon plus d'essais, on revient à la simulation, on lâche un peu la bride. Plus d'essais, plus de simulation, les deux, pour qu'on ait une Formule 1 que tout le monde soit au top niveau de en fait, là, Laurent, je pense qu'en fait, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Il n'y a pas de corrélation forcément entre les deux. En fait, tu parles de la popularité de la Formule 1 grâce effectivement au spectacle Netflix. Donc on a fait de la F1 un spectacle sur Netflix. Ah bah oui, là c'est totalement scénarisé. Bien sûr, mais qui a généré des revenus. Je vais résoudre un problème. Qui a explosé l'audience aux États-Unis. Beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui n'étaient pas fans de F1 vers ce sport, et c'est très bien. Et il faut continuer à faire ça parce que c'est ça qui fait qu'il y a aussi de l'audience, des sponsors, etc. C'est très bien. Mais on n'a pas dénaturé le sport en faisant un spectacle sur la piste. Bien sûr. On l'a fait dans les studios, tu vois ce que je veux dire. Et après, ça c'est un sujet. Mais après, il y a le sujet en fait de budget de cap et resserrer. C'est pas ça qui fait que les gens regardent. Hein. Peut-être non, mais c'est pas parce que le niveau est plus serré entre les écuries que les gens regardent plus. Qu'il y ait 3 secondes d'écart ou 1 seconde d'écart entre les 10 écuries, ils vont venir quand même, tu vois ce que je veux dire? Ils vont venir quand même, mais non, le spectacle si c'est tout le temps le même pilote qui gagne, regarde ta rancœur envers Hamilton. Aucune rancœur envers Hamilton. Regarde ta rancœur envers Hamilton, où tu disais c'était chiant de regarder les Grands Prix qu'à gagner à chaque fois. Je te dis juste il n'y avait pas de discussion à l'époque, donc. Je te dis juste que si on avait des écuries et qu'on gardait ce côté pinacle, dès qu'il y a une boîte qui tente d'innover, les autres sont en train de montrer du doigt. Il a mis de l'eau dans ses pneus, il a caché quelque chose. Tiens, il va vérifier. En fait, c'est pas qu'une question de resserrement entre les écuries. Quand on a une écurie qui domine, mais qui a 2 pilotes qui effectivement se tirent la bourre entre eux, comme Norris et Piastri cette année, c'est très bien. Comme il y avait McLaren avec Prost et Senna, ou Alonso et Hamilton, ou un peu plus loin Mercedes, Rosberg et Hamilton. C'est vraiment une concurrence entre les deux pilotes. Je pense que c'est pas une question de niveau resserré des équipes, ça aide évidemment. C'est une question de suspense global de la saison. Et effectivement, Netflix plus en 2021, la rivalité Hamilton-Verstappen avait effectivement mis très très haut la Formule 1 en termes de popularité. Alors concrètement, est-ce que vous êtes partisan, oui ou non, qu'il y ait plus ou moins de courses sprint? En fait, plutôt non. C'est pas un non. Non, mais c'est pas un non catégorique. Non, mais c'est pas une question de mouiller. Mais non. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est si on arrive à rendre les choses intéressantes. Mais toi, tu dis oui à condition qu'il y ait plus d'essais. Exactement. C'est ce que j'ai compris. Ouais, voilà. Et qu'il y ait quelque chose à gagner. Tu vois, qu'il y ait quelque chose. Là, les gars, ils disent au pire, je perds 8 points. Si je finis premier, deuxième, les 8 points, ils sont absorbés. Il y a plus de développement. Oui, et puis après, il faut prendre en compte en termes de logistique et de manière opérationnelle, est-ce que les circuits peuvent supporter les sprints? Est-ce qu'en termes de pneus, je pense qu'il y a plein d'autres questions. Mais oui, je suis pour. Moi, je suis comme Laurent. Je vais te donner un exemple, et je pense que tu ne l'as pas cité, mais je vais te donner un exemple intéressant. Avant, quand une écurie, un pilote finissait premier, il marquait 10 points.
Okay, on est passé de 10 à 25. On a fait ça pour... Et il y avait que les 6 premiers qui marquaient. Oui, et surtout, il y avait les 6 premiers, et surtout, c'était tu perdais, tu vois, c'était 10, je crois que le second, c'était 6, et puis ça descendait. Donc, on a dit, pour augmenter le spectacle, on va augmenter cet écart. Et en fait, tu te rends compte que c'est plutôt contre-productif, parce qu'il y a un tel écart déjà entre le premier et le deuxième. Mais c'est bien de récompenser les équipes qui sont entre la 7e et la 10e place, oui, mais qui marquent des points. Mais c'est pour ça que je te dis, on pourrait aussi se réfléchir à quelque chose qui fait que... Mais ça crée de l'enjeu jusqu'au 10e, tu vois. Donc il y a quand même des batailles entre 7 et 10, ça crée de l'enjeu. Et juste, termine avec ça. Tu dis, t'es d'accord s'il y a des essais, mais c'est pas forcément lié. On peut mettre plus d'essais sans mettre plus de sprint aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, il y a de l'enjeu, il faut qu'il y ait de l'enjeu. D'accord. Alors, en tout cas, ça, c'était la première piste, plus de courses sprint. Le patron de la Liberty Media, l'ancien boss de Ferrari, Dominicali, évoque une autre piste, les grilles inversé par rapport au qualif, comme c'est le cas en F2 ou en F3. En tout cas, là, ça devrait favoriser le spectacle, Laurent. Moi, je suis allé voir une compétition de WTCR au Portugal. C'est quoi, c'est des voitures de tourisme? C'est des voitures de tourisme. Et au Portugal, donc sur un circuit urbain, Villarreal en l'occurrence. Et donc, il y a 2 courses. Deux vraies courses, pas une course sprint. Non, il y a 2 vraies courses. La première, donc il y a les qualifs. Okay, les qualifs te donnent un classement, c'est le classement du départ le dimanche. Et tu as une autre course où les 10 premiers sont inversés. Donc on part du principe que ceux qui sont après 10 sont mauvais, donc d'inverser intégralement la course, ça serait dangereux, parce que tu vois, entre 10 et 20, il y a un gros écart. Il y a un gros écart, donc du coup tu aurais vraiment des bouchons, tu cartonnerais beaucoup plus. Donc le truc c'était de dire les 10 premiers. Je peux te dire que il y a eu plus de bastons sur la course avec la grille inversée que sur la course, le truc. Et ça, je me suis dit, je suis sorti scotché. C'est parce qu'on veut, quoi. C'est parce qu'on veut, en fait. Toi, tu trouves que ça dénature... Tu veux pas de la baston, toi. Tu veux pas des dépassements. Mais non, mais on tu trouves que ça dénature le sport? Oui. Alors moi, je suis contre aussi ça. Voilà, je vais être contre tout. Aujourd'hui, je sais, je vais être conservateur. Non, je suis contre ça. C'est de l'égalitarisme, c'est introduire en fait du socialisme dans la Formule 1, voire du communisme. Donc en fait, la F1, c'est aussi la course à la performance. C'est un sport où le meilleur, le plus innovant, le performant doit être devant. Et si jamais tu fais des grilles inversées, du coup, il va y avoir des tactiques. Donc du coup, ok, je sacrifie ma course du dimanche, mais je vais être dernier, donc je vais être premier. Non, mais c'est une usine à gaz sans nom. Et c'est pas... Non, moi, je suis contre ça aussi, en fait. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que ça existe en F1 Academy, parce que c'est ce qu'on remarque, il y a donc 2 courses, et donc elles ont exactement ce système-là où tu as les 8 premières qui sont inversées et qui partent. Donc la première course, c'est inversé, et la deuxième course, c'est dans le bon ordre. Et c'est vrai que je lisais l'analyse de ça en me disant, mais c'est bizarre, parce que moi, ça ne motiverait pas, à savoir qu'elles ont toutes des monoplaces égales. Donc c'est aussi un autre point qui est abordé. Et en fait, c'est marrant. Permettre la chose plus facile. Et c'est ce qu'il dit, c'est que c'est très intéressant, c'est que là, non seulement comme on a des monoplaces qui sont les mêmes, du coup, on est vraiment, c'est la course qui est purement basée sur le talent. Donc, et en plus, ça encourage beaucoup plus de doublement, et c'est beaucoup plus intéressant. Dépassement. Je suis en train de. C'est beaucoup plus de dépassement. Mais donc c'est intéressant, et c'est pareil. Les courses font 30 minutes, donc c'est intéressant quand on regarde par exemple le format de la F1 Academy, qui est l'équivalent donc féminine de la F1, qui est censé promouvoir les jeunes femmes pour qu'elles aillent ensuite en Formule 1, même si c'est plutôt l'équivalent de Formule 4 aujourd'hui. C'est intéressant de voir que ce format marche. Ils ont testé en fait ça déjà, les formats de 30 minutes, des formats où tu as des courses avec justement les premiers inversés. Fonctionne, Justine, et ça fonctionne en WTCC parce que c'est quasiment toutes les mêmes voitures. Exactement. Et surtout, il y a aussi, je pense, un autre problème. Alors là, je fais un pas de côté. C'est que les voitures sont plus petites. Mais du coup, et sur circuit équivalent, tu peux plus facilement dépasser. Donc là, il y a le problème de la Formule 1. Ça n'a rien à voir. Non, mais tu vois, c'est ça, grille inverse à Monaco, c'est la même arrivée. Exactement. La F1 Academy, parfois, elles sont 3 et elles doublent. Et tu dis, mais attends, comment ce serait pas possible? Et je pense réduire la taille des Formules 1, je crois que c'est indispensable. Alors, Olivier, tu es favorable à ça? Et toi, Olivier? De quoi? De réduire la taille des Formules 1? Non, la grille inversée. De la grille inversée. Non, je trouve que ce serait plutôt... Et pour les sprints? Et les sprints? Les sprints, oui. Tu veux avoir plus de sprints? Plus de sprints, mais plus d'essais. Donc c'est comme ça. Enfin, t'élimines pas les essais. Voilà. T'es un peu mou du genou, comme Laurent. Non, les essais privés, on remet les essais privés, plus d'essais privés. Tu peux tester la voiture. Une fois tous les trimestres, ils ont droit à 2-3 jours d'essais privés. Ça va pas casser 3 pattes à un canard. Mais c'est pas grave. Stéphane Dominicali évoque également l'idée que les grands prix peuvent être trop longs pour les jeunes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Car les formats classiques sont parfois jugés, je cite, dépassés face à la demande de contenu type TikTok et ne s'intéresse qu'aux moments clés et gratuits. Alors, plusieurs idées sont sur la table, notamment raccourcir certains grands prix et ceux qui durent plus de 2 heures. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Alors là, tu parlais de dénaturer le sport. Alors là, je suis on va faire les 24 heures du Mans en 15 minutes. Je suis vent debout de cette idée. Je suis
à 100% opposé à cette idée. Alors déjà, première chose, c'est pas parce qu'une course est longue qu'elle est chiante. Et d'ailleurs, nous, on connaît bien la Formule 1, on sait très bien que plus c'est long parfois, mieux c'est bon. Parce qu'il se passe des choses et des safety cars. Censuré. Pour dire les courses où il y a des drapeaux rouges, et des safety cars, il se passe plein de choses et c'est super intéressant. Et tu peux rester 3-4 heures devant en fait le Grand Prix et tu es super excité, intéressé de voir la suite. Donc déjà, ça c'est première chose. Deuxième chose, franchement c'est évident, c'est la culture de l'instant, mais dans ce cas on regarde pas en fait les 2 heures, tu vas regarder le highlight sur Instagram après et puis t'es content, c'est pas grave, il faut faire une différence entre les passionnés et puis les intéressés. Mais l'idée, enfin, et troisième argument, c'est une dénaturation totale de ce sport. Parce que moi j'avais déjà entendu pareil, hein. Bon, je suis aussi un énorme fan de foot, et en fait à un moment à la FIFA, il y avait aussi l'idée en fait de raccourcir les matchs, ou même les droits télé, on va les montrer que les 30 dernières minutes parce que ça intéressait le plus les gens. Mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est non, il y a même eu historiquement, Guillaume, lorsque les États-Unis ont accueilli dans les années 90, mais vous n'étiez pas né, la Coupe du Monde, ils envisageaient de faire des temps morts comme il y a au football américain ou comme il y a au basket. Là c'est super, tu le monétises à fond. C'est super, mais ça dénature le sport. Évidemment. Et encore une fois, le rapport du sport spectacle aux États-Unis est tout à fait différent du sport latin comme on peut en avoir ou du sport européen comme on peut en avoir chez nous. C'est là aussi où tu dis mais c'est du spectacle, c'est pas du sport. Aux États-Unis, ils font pas la différence. Hein. Mais en fait, là, ça, tu tues la F1 quoi. Enfin, ouais, mais ils font pas la différence aux US. Pas raccourcir les grands prix. Non. Non mais je suis d'accord avec lui. En fait, il faut faire 2 F1. Il faut faire la F1 normale et il faut faire des super bons shorts que tu montres. Tu vois, faire des shorts quitte à ce que tu les fasses en live. Tu vois les shorts. C'est-à-dire qu'ils viennent remplir les flux dès le dimanche, mais en temps réel. Mais peut-être que c'est ça quoi. Les passionnés regardent le Grand Prix et ceux qui ont l'attention d'un poisson rouge il y a 8 secondes, et ben eux ils regardent les réels. Puis c'est pas à la F1 de changer de format en fait pour faire en sorte qu'il soit plus spectaculaire. C'est en fait à nous les médias justement de peut-être de voir comment on peut rajouter de l'entertainment sur le Grand Prix. Peut-être que le pre-show quand on va sur Canal, c'est vrai qu'il est assez long, on débrief. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le rendre encore plus entertaining? Est-ce que pendant on voit bien avec Canal, le mode expert il est exceptionnel. Sur Canal la semaine dernière, je ne vais pas dire de bêtises, mais avec les kids, voilà, ils ont très fait intéressant. Canal Kids. Ils essaient de démystifier, de vulgariser la F1 pour les jeunes, en ayant des intervenants qui commentent. C'est en plus, mais évidemment c'est payant. Mais je pense que c'est pas à la F1 de revoir son format pour faire en sorte d'être plus attractif, c'est vraiment de faire en sorte que justement les chaînes qu'ils diffusent ou les plateaux comme les Canal & Co, de faire en sorte eux d'apporter l'entertainment dessus, d'apporter plus de data, une expérience immersive comme on le voit avec Canal+, le mode expert. Moi je peux rentrer dans le baquet de Gasly, je le fais pas très souvent, mais je peux le faire pour avoir accès à sa course. Il faut qu'il termine la course. Mais ça peut être intéressant de pouvoir engager, de pouvoir réagir peut-être avec d'autres personnes qui regardent la F1. Il y a peut-être d'autres façons de faire en sorte que ce soit beaucoup plus immersif que de réinventer le format de la F1. Alors je propose qu'on regarde un petit peu ce que pensent les pilotes, quelles sont les réactions sur le paddock. On va s'intéresser d'abord à l'avis du meilleur pilote du plateau, à savoir Fernando Alonso, qui critique franchement l'idée, c'est le doyen des pilotes. Il considère que ce n'est pas à la F1 de s'adapter aux supposées limites d'attention des jeunes. Il compare à un match de foot de 90 minutes qui reste accepté, et c'est vrai. Autre réaction, cette fois-ci du Benjamin, du rookie, l'un des plus jeunes du plateau, à savoir Kimi Antonelli. Lui apprécie les week-ends sprint plus rapides, plus intenses, mais doute que raccourcir les courses soit viable. Cela pourrait imposer des contraintes stratégiques, par exemple un seul arrêt, etc. Alors les amis, quelles seraient les autres pistes si vous, en tant que vieux briscard et briscarde de la F1, doit-on par exemple s'inspirer d'autres, tu l'as dit tout à l'heure, comme le WTCC, d'autres catégories de sport auto qui octroient par exemple des handicaps, Justine, aux équipes dominantes. On le voit quand Ange Pasquale vient nous voir, qui est un fan du WEC, donc l'endurance. Ils ont des laisses, ils ont des ballasts, et ça se passe plutôt bien. Ils ont surtout une balance de performance. Ouais. Et tu fais un choix d'arbitrage entre où est-ce que tu mets la décision entre la puissance, le poids. Tu vois, tu as un réglage. Juste pour info, Alain il est pas là aujourd'hui, mais il est hyper fan de la balance de performance. Donc Camille. Et Toto Wolff a dit on n'ira jamais en WEC tant qu'il y aura la balance de performance. C'est-à-dire que pour lui, il dit que mentalement, cette approche de balance de performance, c'est nier l'essence même du sport, de se battre à être le meilleur, parce que tu dois... Donc, tu vois, c'est très intéressant, tu vois, ces deux avis... Mais non, mais de facto, la F1 est inégalitaire, la F1 masculine. Quand tu regardes aujourd'hui, on n'a pas les mêmes montants, même si tu parlais des sponsors qui arrivaient, on est quand même d'accord de se dire aujourd'hui qu'il y a des écuries qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres. Les monoplaces sont pas égalitaires. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. C'est plus vrai. Non, c'est plus vrai. Il y a quand même une différence.
Mais non, mais je ne peux pas laisser dire quelque chose. Justine. Ok, donc non, mais par contre, on est d'accord pour dire que les moteurs sont malheureusement pas les mêmes, comme les monoplaces sont pas uniformes. Il y a des différences de performance qui peuvent être dues parfois à la forme du châssis, qui peuvent être dues au moteur. Enfin, il y a des vraies différences aujourd'hui. C'est pas comme la F1 académique, je prends en contre-exemple, où là, pour le coup, c'est vraiment égalitaire. Là, on est dans un environnement qui n'est pas égalitaire. Donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va essayer de. Enfin, le principe de devoir du coup rééquilibrer et je comprends pas. Moi, je suis pas. Ça se fait dans notre sport. Je pense au golf, par exemple, où tu as un handicap. En fonction du handicap, tu gagnes. Voilà, tu es peut-être pénalisé ou tu vas avoir moins de mètres. Mais je vois pas comment en F1. Mais en fait, le sport, pardon, vas-y. Non, mais ça dénature le côté sport. Enfin, c'est anti-sportif pour moi de devoir essayer de compenser. Ça dénature la F1, mais il y a d'autres sports. Oui, bien sûr. En voile, tu as des classements avec des temps compensés en fonction d'un grand, d'un petit bateau. Pour faire une distance, on octroie un. Oui, mais dans ces cas-là, tu as différentes catégories. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, on cherche les pistes, autoriser une écurie on sait qu'elle a un déficit de puissance comme Alpine. Comme Alpine. Donc c'est totalement injuste pour Alpine de ne pas la laisser se rapprocher de Mercedes. Pourquoi on n'autorise pas Alpine un déploiement électrique plus long sur un tour? Toi, on t'octroie 20 secondes, alors que Mercedes n'aura que 18. Ça met au même niveau. Ça n'en handicape pas. Non, je ne suis pas d'accord. Et même en étant en fan d'Alpine, ça dénature totalement la Formule 1, qui est une course à la performance. Et je suis d'accord avec Toto Wolff. Et en fait, alors. Une fois n'est pas coutume. Oui. En fait, c'est le règlement qui est peut-être pas bon. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être dû dire. On peut, en fait, pour tout le monde, pas que pour Alpine, pas que pour les moins bonnes, tout le monde peut rectifier certaines choses sur le moteur. On ne fiche pas sur plusieurs années les choses pour permettre effectivement un rééquilibrage. Ça, c'est une première chose. Maintenant, en fait, de manière plus high level, on va prendre un peu de recul, on va essayer dans cette émission. Justice et égalité sport et égalité ne vont pas ensemble. Le sport, c'est pas fait pour être l'égalité. Le sport, c'est justement fait pour différencier les gens. C'est pour que le meilleur gagne, en fait, le plus performant. On n'est pas là pour que tout le monde soit pareil, on est là pour différencier les gens et les récompenser par rapport à leur performance. C'est ça, le sport. C'est comme une entreprise dans la vie, en fait. On va pas rééquilibrer. C'est comme si, par exemple, pas à armes égales. Justement. Donc, voilà, je m'attendais à ce fait. Il faut juste que l'inégalité, entre guillemets, de base, soit considérée comme juste. Non, si jamais en fait c'est une égalité de moyens, moi je considère que le PSG c'est inégalitaire. Je considère que le Qatar c'est un État en fait souverain derrière un club. Ils sont quand même 11 joueurs sur le terrain. Mais d'accord, mais là Alpine ils sont 10. Je suis désolé. Pour moi en fait la Ligue 1 aujourd'hui malheureusement elle souffre de ça et pour moi il y a une injustice entre le PSG et les 19 autres clubs. Pourquoi? Parce que le PSG a des moyens illimités parce que c'est un État actionnaire. Il y a quand même un budget cap aussi dans le sport. Non mais d'accord, enfin bon. Donc là pour la F1, tu considères que du coup... à partir du moment en fait où tout le monde a à peu près le même budget, et encore, budget privé, moi ça m'irait. C'est budget public qui me dérange, tu vois, parce que les moyens sont illimités. Si c'est un fonds avec des contraintes économiques, ça m'irait, tu vois. Ça c'est la vie des affaires. Mais en Formule 1, c'est pas le cas. Donc en fait, tu peux pas demander à tout le monde d'avoir le même matériel. Ça, c'est plus la Formule 1, c'est autre chose. C'est un autre sport, c'est peut-être du kart, j'en sais rien. Alors, pas d'uniformisation du matériel. Est-ce qu'il y a d'autres pistes, Laurent? On pourrait revenir à ce qui s'était passé par le passé, où on n'a pas un seul fournisseur de pneus, mais on en a deux. Ou de freins, ou de carbone. Après, sur l'essence, il y avait des différences énormes manufacturiales. Sur les pneus, c'était intéressant parce qu'il y avait certains pneus qui étaient meilleurs dans certaines configurations, et puis qui étaient bons. Donc ça mettait du piment sous la pluie. Sous la pluie sur la fameuse période où Michelin est arrivé dans les années 2000 avec notamment Alonso et McLaren aussi. Alors après, ce que te disent tous les analystes de la Formule 1, alors encore une fois, toutes les analyses elles sont pré-fortune, parce qu'aujourd'hui la Formule 1 est redevenue économiquement riche. Ce que je veux dire, c'est encore une fois, toutes les équipes arrivent à atteindre leur budget de cap. Tu vois, c'est contrairement au passé. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je te disais. Il y a quand même des différences. On est quand même dans une situation économique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bulle aussi? On peut se poser la question. On voit que c'est quand même compliqué en ce moment l'économie en général, notamment suite à l'inflation et suite aux droits de douane aux États-Unis. Et on a l'impression que rien ne semble toucher et contrarier la F1. C'est un peu étonnant, alors que dans notre sport, c'est plus compliqué. On peut se demander s'il n'y a pas une bulle. Mais on est dans une micro-niche. Micro-niche, d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'imagines, il y a 20 pilotes, 22 l'année prochaine. Pourquoi vouloir changer quelque chose qui marche bien, quoi? Pourquoi vouloir changer quelque chose qui marche? Pour moi, un sport où la catégorie reine, il n'y a que 22 joueurs. Ouais, c'est fou. Trouve-moi un sport. Il n'y a aucun sport au monde où il y a ça.
Donc du coup, si tu veux, c'est aujourd'hui, ouais, on pourrait remettre peut-être qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas possible avant cette phase où du coup les équipementiers manufacturiers de pneus refusaient de venir à deux parce que ça disant c'était pas assez rentable, peut-être qu'aujourd'hui ça le serait un peu plus. Alors c'est pas cette raison-là, c'est la FIA qui a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul manufacturier. Non, il y avait un problème économique. Hein. Non, pas pour Michelin en tout cas. Michelin a dit. On va passer au chapitre suivant, mais Michelin a dit je viens, mais à condition qu'il y ait une vraie compétition, pas pour être un fournisseur unique. Voilà. Ils ont même, on le sait, Pirelli produit des moteurs. Enfin, le cahier des charges, c'est pas Pirelli qui l'a, c'est la FIA. Ils veulent plus dire. Michelin ne voudra plus rentrer en Formule 1. C'est même pas que si on ils ne voudront plus. S'il n'y a pas de concurrence. Allez, en tout cas. Le seul truc qu'ils pourraient peut-être faire, le seul truc, moi, où je serais, on va dire, d'accord avec ça, c'est peut-être effectivement rallonger les périodes de réglementation. Ne pas changer trop vite. Parce que pourquoi ? À la fin des périodes, des aires de réglementation, on a des équipes qui ça se resserre. Donc il y a plus de suspense entre les écuries. Et là, si on change, on va peut-être recréer de l'écart et du coup, on va avoir. C'est peut-être juste ça, quoi. Mais sinon, le reste, tout va bien, en fait. On est bien. Il y a d'autres sports qui s'ouvrent. Moi, j'aimerais qu'on laisse innover les écuries. Quand Mercedes arrive avec le DAS, en termes d'ingénierie, c'est juste brillantissime. Ouais. Le F-Duct, c'est juste brillant. Chez McLaren. Hein ? Ou le F-Duct chez McLaren. Ouais, ou le truc, tu vois. Donc c'est quelque chose de brillantissime. Et c'est juste aujourd'hui, dès que tu sors, et je crois qu'il y a une très bonne, tiens, un très bon jingle. Dès qu'il y a une écurie qui arrive, avec quelque chose d'innovant, tout le monde est vent debout, même si ça marche pas. L'exemple concret, c'est ça. Change your fucking car. Donc c'est Horner qui dit retire-moi ton système sans ponton parce que tu vas pas être réglementaire. À Mercedes. Alors que finalement c'était la plus belle innovation qui a jamais fonctionné. Alors une chose est sûre, je ne sais pas quelle direction va prendre la FIA et Liberty Media dans les mois qui viennent. En tout cas, une chose est sûre, ils ne veulent pas de 12e écurie. Clair, hein, Stefano Di Menicali cette semaine, le patron de la F1, en déclarant la F1 n'a plus de place pour une 12e écurie de point de vue logistique au moins pour l'instant. On pensait que l'arrivée de Cadillac en 2026 pouvait laisser penser que la F1 serait favorable à l'arrivée d'une 12e écurie. C'est aussi un moyen de redynamiser. Et après tout, pourquoi s'arrêter à Cadillac, Laurent ? Alors, il y a quand même un peu de problèmes techniques, hein, c'est-à-dire qu'il y a des circuits. Il y a quelques circuits où la taille des paddocks ne s'y prête pas. Il y a quelques circuits aussi où, tu vois, amener tout ce matériel sur place, tu vois, ça paraît rien, mais quand tu rajoutes 2 écuries, tu rajoutais c'est 10% en plus, hein, donc c'est 10% de personnes en plus. C'est donc voilà. Maintenant, la réalité, c'était que il y a un accord, hein, et pour qu'une écurie rentre, normalement, il faut qu'elle paye sa dîme, parce qu'en fait, le gâteau, on a l'impression que le gâteau grossit pas tant que ça, il se divise. Une écurie qui est en place aujourd'hui, potentiellement, elle a plus de risques, elle a moins de chances de gagner s'il y a plus de voitures, et donc potentiellement, elle a moins de chances de gagner, d'avoir des retombées économiques, en tout cas sur les gains les victoires, s'il y a 4 pilotes en plus, donc 2 écuries en plus. En tout cas, Mohamed Ben Sulayem, le patron de la FIA, semble lui plus ouvert à l'idée. On l'a vu l'hiver dernier où il disait moi je suis plutôt d'accord à l'arrivée d'une 12e écurie, comme il était d'accord à l'arrivée de Cadillac, alors que Liberty Media était contre. Alors moi je suis contre l'arrivée d'une 12e dès 2026 parce que je pense que 2 d'un coup ça va être compliqué. Mais à moyen terme je ne serais pas opposé et je pense que ce serait même une bonne chose qui est plus d'écuries. Je pense que le gâteau quand même grossit. Il grossit depuis plusieurs années. Vraiment, on l'a dit d'ailleurs, c'était le sens aussi du début de l'émission. Il a beaucoup grossi en 10 ans. Donc après il faut accepter de le partager. Et moi, je serais plutôt favorable à l'arrivée d'une 12e écurie. Je comprends le côté logistique, c'est peut-être le vrai argument contre. C'est est-ce qu'effectivement on peut accueillir une 12e dans des bonnes conditions mais oui, moi je serais plutôt favorable à ça. Attention, c'est aussi une façon de la part de Mohamed Ben Sulayem qui est pour moi. Il n'est pas blanc, hein, je le considère comme gris, hein, et c'est peut-être une façon aussi. Tu veux dire Je vais te dire. Je pense que c'est pas un mec. Encore faire sanctionner par YouTube. Je pense que c'est pas un mec honnête. Et donc en fait, c'est une façon de pousser des nouveaux circuits qui, comme ce sont des nouveaux circuits, ont des infrastructures qui permettent d'avoir une. Exactement. Donc du coup, ça te permet d'éliminer tous les circuits anciens. Tu viens de conforter Monaco en 2035, c'est un peu bizarre, tu vois. Oui, mais Monaco, ça reste à part. C'est le joyau. Ça reste à part. Tu vois
Mais c'est quoi l'ambition derrière le fait d'avoir une deuxième écurie? C'est quoi? C'est pour avoir plus de shows, pour se dire qu'on a plus de pilotes? Est-ce que ça veut vraiment dire plus de spectacles, d'avoir 24 pilotes au lieu de... Potentiellement, il y a plus de pilotes qui peuvent se doubler, qui peuvent se battre. Mais quand tu vois que les voitures restent à la même taille, est-ce que, enfin, moi je me dis, ça va juste être beaucoup plus de trafic quand tu vois le trafic actuel. Il vaut mieux baisser la taille de 30% des véhicules, tu auras plus de spectacles. Quand tu vois aujourd'hui les trafics qu'on voit et que tu vois, enfin déjà... Parce que les voitures... Parce qu'il y a un problème de circuit, mais il y a des problèmes de taille de voiture. Mais en l'occurrence, Mohamed Ben Sulayem pensait plutôt à des candidatures potentielles de constructeurs chinois. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur automobile qui est en crise, et qu'aujourd'hui, la croissance, elle est en Chine, et la croissance, est du côté des constructeurs chinois. Donc à un moment donné, ils vont s'intéresser à la F1. On va leur dire non, vous ne venez pas, alors que vous allez manger 10, 15, 20% du marché mondial. Bien sûr, bon. Mais ils ont raison. En tout cas, Justine, quelques candidats, on l'a vu, se sont déjà déclarés. Et il y a des projets qui travaillent à l'arrivée de nouvelles écuries. Oui, c'est ce que tu mentionnais avant. Je crois qu'il y a du côté Alpine, les anciens patrons des équipes comme Alpine et Aston qui ont pu exprimer l'envie de monter une deuxième écurie. Otmar, j'arrive jamais. Schaffner, merci. Voilà, parce que vu qu'il y a eu ce changement, il y a eu l'acceptation côté du projet Cadillac, ça peut faire sens de dire on va travailler sur un autre projet pour une 12e écurie. Mais voilà, est-ce que ça ne veut pas ouvrir la question de se dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des rachats plutôt une des 10 écuries déjà existantes versus créer un nouveau projet? Il a été un peu ambivalent. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'a dit Otmar Schaffner, dire on travaille de manière sérieuse, on est des personnes sérieuses, un gros sponsor, même un gros constructeur automobile qui serait en place. C'est ça qui change vraiment tout. Oui, voilà, c'est le constructeur. Les gros constructeurs, il fallait du côté de la Chine. Mais il dit aussi, mais on regarde quand même pour racheter. Alors, c'est pas un peu... on pense à As. Est-ce qu'ils vont être, à vitam aeternam, une petite écurie qui va utiliser des pièces de Ferrari, quoi? À un moment donné, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à vendre? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, si on prend l'histoire récente, tu vois, avec Racing Point, avec toutes ces écuries qui ont, tu vois, où il y a eu qui ont souffert financièrement. Exactement, où il y a eu vraiment tu vois, les gars ils sont arrivés un matin en disant on peut pas continuer, quoi. Donc tu vois, où il y a des saisons où même ils n'ont pas terminé la saison avec des rebondissements et tout. Aujourd'hui, on en est loin de ça. Il n'y a plus beaucoup d'écuries à racheter. Tu vois ce que je veux dire. Donc, à part As, j'en vois pas. Peut-être Prost. Alpine peut-être. Non, mais Prost Grand Prix. Ce que je veux te dire, c'est que c'est des grosses écuries à racheter. Avant, c'était une écurie, c'était de briques et de broc. Oui, tu vois. Là, tu as quand même des écuries avec des titres, avec un passé. Donc, Sauber. Ça vaut à minima 1 milliard, une écurie de Formule 1. Oui. Non, mais Sauber, ça va dans le giron Audi. Donc, ça rentre dans quelque chose de gros. Attention, si Audi échoue lamentablement, ils vont partir. Ils partiront, donc ils revendront. On l'a vu avec Toyota. Voilà. Non, Toyota, c'est carrément retiré. Oui, tout à fait. Un truc de fou, hein. Oui. Non, mais c'est pour ça que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, tu te retireras pas. Aujourd'hui, tu vendras. Tu as l'écurie avec au prix du ticket. C'est pas comme à l'époque de Toyota. Après, c'est les écuries japonaises et la culture japonaise, c'est bien différent. Oui. Mais donc, du coup, tu as potentiellement Audi. Je le souhaite pas. Moi, j'ai envie de voir Audi venir un peu titiller tout le monde. Tu as donc du coup Sauber qui était cette écurie un peu qui était changée, qui a changé de nom plein de fois, qui tu vois, même qui l'a racheté, qui est parti, qui est reparti. Donc c'est pour ça que je te dis. Donc ça, il y a ça. Il y a As qui reste un petit pousset, mais qui est un petit pousset qui est pas dernier aujourd'hui. Donc et qui gagne de l'argent. C'est Alpine. Ouais, je sais. Donc et qui gagne de l'argent. Donc ils ont tout intérêt à se dire aussi pourquoi finalement. Mais on s'en fout d'être. On s'en fout d'être. On s'en fout d'être 8e. On s'en fout d'être 8e ou 9e. Tu vois, si économiquement c'est quelque chose qui fait gagner. Tu vois, encore une fois, c'est un investissement. Et surtout, il y a pas une marque derrière. C'est pas comme. Tu vois, il y a pas un constructeur automobile. On commence à avoir un petit peu Toyota. Mais c'est assez discret. Ouais. Donc non, il reste pas grand-chose. McLaren, je pense qu'ils sont sauvés. Il y a potentiellement Red Bull. Ils vont les vendre à Porsche. Non, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais enfin là, c'est vraiment des... On ne sait pas. Ce que je veux te dire, c'est que pareil, tu n'es pas adossé à une... Matetic voulait vendre l'écurie. De son vivant, il voulait vendre l'écurie. Il savait qu'il était malheureusement condamné. Il voulait vendre l'écurie et qu'il avait privilégié l'offre de Porsche. Et c'est Christian Horner et Helmut Marko qui l'ont. Mais là, maintenant, dans les 2-3 ans, il n'y a aucune raison que Red Bull ils ont tout gagné. Vende. Voilà. Non, ce qui pourrait se passer, c'est que le changement de réglementation, c'est-à-dire l'arrivée en 2026, soit très douloureux. Et que l'écurie se retrouve de suite en bas de tableau.
Donc du coup, c'est plus du tout l'écurie qui te donne des ailes. Beaucoup dans leur moteur, dans Red Bull Power. Oui, mais ce serait un peu bizarre, tu vois. Je te dis juste que ça peut dépendre du résultat. Le résultat peut avoir un gros impact. Mercedes, ils savent passer la tempête, quoi. Je pense que tu parlais de Ferrari, ils vont pas se retirer. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est le. Je sais pas. Hein. Non, mais le jour où Ferrari se retire, non, parce que c'est des écuries très résilientes. Bien sûr. Donc tu vois ce que je veux dire. McLaren, a priori, ils sont sauvés. Tu vois là, ils ont eu un passage à vide. Plusieurs fois, ils ont failli. Ils ont vendu leur siège. Voilà. Ils ont ouvert leur capital. Aston aujourd'hui, on va dire que c'est sur une bonne voie. Tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont pas de sous. Voilà, donc du coup, tu vois, il reste pas. McLaren, les deux fonds qui avaient le contrôle ont racheté les 30% qu'ils détenaient pas il y a 10 jours. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de doute. Tu vois, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les écuries, il reste pas beaucoup d'écuries entre guillemets. Donc, pourquoi pas en créer une 12e Pour rester sur Otmar Chatenoer, il évoque plutôt il a plus en ligne de mire la prochaine réglementation, pas celle de 2026, mais celle de 2030. Ah oui, pour lesquelles on pourrait revoir le V8. Ça, j'y crois guère, qui serait le meilleur moment pour faire entrer un nouveau manufacturier ou un nouveau constructeur automobile. Donc à l'horizon 2030, pour l'instant en tout cas, il n'y aura pas de 12e écurie en F1. Moi je trouve ça un peu dommage, il faut essayer d'avoir de plus de concurrence. Pour le coup ça pourrait être sympa, c'est vrai, si on veut augmenter on va dire l'audience globale de la F1 et le spectacle, d'aller vers les constructeurs asiatiques. Oui, chinois notamment. Mais tu vois, il y a une piste qui n'a pas été évoquée, c'est celle, je reviens encore à la F1 Academy, mais qui est très intéressante, c'est que chaque fois, quand ils vont dans un Grand Prix local, il y a toujours un pilote local qui est invité à courir. Est-ce que ce serait pas pour un peu un entre-deux, au lieu de se dire on a une deuxième écurie, mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a un peu une sorte de guest star. Avec la super licence, mais oui, tu as raison. Ça marche, on pourrait laisser sa chance à un pilote essayeur. Par exemple, en Chine, tu pourrais découvrir des pilotes chinois. Enfin, c'est sympa pour faire émerger. Ça peut te permettre aussi de déceler de nouvelles pépites. Une chose est sûre, si on veut donner la chance aux femmes d'investir la F1, il faudra plus de place en F1. C'est évident. En tout cas, une catégorie féminine. Ça serait bien d'avoir une deuxième écurie. Je veux dire, pardon, une deuxième écurie féminine, 100%. On reviendra avec toi, si tu veux bien, dans une émission dédiée à la F1 Academy sur les femmes en F1. Moi, je suis persuadé que les femmes c'est pas pour faire tendance, leur place en F1, on l'a vu pendant des années en rallye avec Michel Mouton. Ce côté-là, il n'y a aucun souci. Allez, week-end sans Grand Prix, vous l'avez reçu, vous l'avez senti, mais pas pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde a pris le volant d'une Porsche lors d'une course de GT3. Alors la F1, ça ne lui suffit plus. Quelle idée trotte donc dans la tête du quadruple champion du monde? On va essayer de comprendre ensemble. Vous avez admiré au volant de sa Porsche GT3 ce week-end le quadruple champion du monde Max Verstappen qui s'est offert une petite virée sur le j'arriverai pas à le dire. Nordschleife, merci. Au volant d'une Porsche GT3, il a donc passé son permis pour rouler en GT3 et donc faire des courses de GT3. C'est sa propre écurie. C'est cocasse. Tu as vu que, en fait, juste pour revenir sur ce circuit, en fait, c'est une route. Donc on double par la gauche. Il y a plein de règles qui s'appliquent parce qu'on est sur une route normale. Et donc en fait, quand tu arrives et que tu es un jeune pilote, tu dois faire quelques tours derrière quelqu'un qui t'ouvre la route pour t'apprendre les trajectoires et tout. Il a même le symbole B comme permis B à l'arrière pour les débutants. Et le truc est quand même mythique parce qu'il avait fait des essais il y a quelques semaines où il avait tombé déjà un record, tu vois, de rookie. Et là, c'est marrant. En plus, tu vas parler, j'imagine, de la puissance de sa voiture. On va y revenir tout à l'heure parce qu'on a un petit extrait qui va le résumer. Mais en tout cas, il partageait le volant avec son pote Chris Luham, qui est un simracer, qui est son autre passion, mais qui est une passion dévorante. On sait qu'il se couche tard à cause de ça. Il a terminé à la 27e place du classement général. Vous allez voir que comme sa voiture a été bridée, ça compte pas. En tout cas, il a fini devant. Il a fini devant son concurrent alors que c'était sa première course, tu vois, à voiture équivalente. Donc, il a obtenu son permis pour participer aux courses de GT3 dans le futur. Donc, évidemment, il va vouloir faire d'autres courses et on pense notamment aux 24 heures du Nürburgring. Est-ce que vous comprenez, et c'est assez rare dans l'histoire de la F1, Justine ou Guillaume, qu'un pilote en F1 en activité, champion du monde de surcroît, veuille courir dans des catégories inférieures? On l'a vu dans le passé, mais c'est assez rare. Mais c'est marrant parce que je vois beaucoup d'articles qui sont sortis sur ça en disant oh là là, Max Verstappen s'ennuie en F1, il va voir ailleurs. Pour moi, non, c'est l'image du pilote qu'il est. En fait, il est passionné de la course, il est passionné de sport auto. Et justement, en fait, ça atteste du fait que voilà, il a envie de faire de l'endurance, il a envie de tester d'autres formats. Je suis convaincue qu'il en tire plein d'autres apprentissages qui vont améliorer sa conduite en F1. Donc pour moi, je trouve ça pas étonnant. Et d'ailleurs, je suis étonnée à l'inverse, qu'il y ait peut-être moins de pilotes qui le font. Parce que ça. Ouais. Mais après, il faut aussi savoir qu'ils ont des assurances. Voilà, il y a plein de règles et de conditions pour faire attention. Ils peuvent pas non plus tout faire. Mais là, Max, moi, je trouve
que c'est totalement à son image et au contraire, ça me surprend pas et je suis ravie de le voir obtenir cette licence. Et peut-être que ce sera post-F1 une autre histoire qui s'écrira en GT3. Il semble qu'on accorde plus de liberté à Max qu'aux autres pilotes. On sait que d'autres pilotes voudraient s'essayer à d'autres écuries, mais que soit que le calendrier n'est pas compatible, soit parce que pour des questions d'assurance ou autres, ou de contrat avec leur employeur, c'est pas possible. Ouais, bon après je pense que Red Bull n'est pas dans une posture où ils peuvent dire non à beaucoup de choses, surtout à Max. Tu vois, il est quand même resté chez Red Bull, malgré toutes les tractations. Une des raisons pour lesquelles il est resté. Ouais. Malgré les tractations. Hier soir sur Arte, il y avait un documentaire sur Nathalie Portman et il y avait sans aucun rapport. Non, je pense qu'elle est au... Non, vas-y. Je pense que c'est quelqu'un au niveau intellectuel dans l'industrie cinématographique, c'est quelqu'un qui est quasiment en haut de la pyramide, c'est quelqu'un de brillantissime. Et en fait, elle raconte que dans sa vie, il y a plusieurs étapes. Il y a eu les étapes où elle a tourné, puis il y a les étapes où elle a réalisé son premier court-métrage, et puis elle a dit, il y a une étape où je me suis retrouvée productrice, et c'est vraiment un changement, c'est quelque chose. Et je pense que Max Verstappen, il a couru pour son écurie, il a couru pour son nom. Et je pense que c'est pas une rétrogradation qu'il a fait, c'est qu'il a couru pour lui. Il a la liberté de se dire, c'est Max Verstappen dans l'écurie Verstappen, avec mon pote Ulam. Et je me dis, ça vaut plus que tout au monde quand on connaît la philosophie de Max, qui est quand même quelqu'un de libre, tu vois. Et donc pour moi, c'est pas du tout. Au contraire, il a plutôt été vers quelque chose de mieux que la Formule 1. Alors historiquement, il y a tu vois le lien, tu vois quand même le lien. Tu peux rajouter un amazing. Amazing. Voilà, merci, mérité. On a vu par le passé en endurance des pilotes de F1 courir, rarement en activité. Alonso aurait voulu, mais il a fallu qu'il parte carrément de McLaren pour le faire. Hülkenberg, qui était chez Sauber, je crois à l'époque, a gagné aux 24 heures du Mans sur Porsche, et ça l'a redoré totalement son blason d'ailleurs. Et on a vu aussi des pilotes, pas mal de pilotes de F1 faire du rallye. On a vu Raikkonen, on a vu Robert Kubica, mais qui l'a payé chèrement. C'est quand même, quand tu tapes avec une GT3, c'est pas quand tu tapes, ça va moins vite, mais tu es a priori quand même plus en danger que si tu tapais avec une F1. Enfin, je sais pas, ça a l'air très dangereux quand même cette pratique. Oui, bon après c'est pas forcément plus dangereux, j'en sais rien. En tout cas, tu multiplies les risques. Bien sûr, et je pense que Verstappen effectivement a eu un peu un deal avec Red Bull pour participer à ça. Pas sûr que toutes les écuries l'aurait laissé. Et pour répondre à ton chouchou Alonso, pas sûr qu'il ait quitté McLaren uniquement pour ça, à mon avis. Oui. Par contre, il s'est emmerdé sévère chez McLaren, ça c'est sûr. Et c'est une vraie question qu'on se pose. Encore une fois, chez Max adore dire, d'ailleurs c'est le premier à regretter les formats sprint, il faut regretter Las Vegas en disant c'est plus la F1. Si ça continue comme ça avec toute cette politique. Tu serais d'accord avec moi, tu penses? Il serait d'accord avec toi. Avec toute cette politique, moi je vais m'en aller, je vais pas faire vitam aeternam, je vais pas faire Lewis Hamilton, je vise pas les 7 titres. Est-ce que, tu trouves pas bizarre ce message de dire je veux m'en aller? Il est passionné. Et que d'un côté, il fait du GT3. Il y a un truc que t'as pas dit quand tu as rappelé en fait les éléments sur Max, c'est qu'il est quand même jeune papa aussi. Il est jeune papa. Tu vois, il veut faire du GT3, toi. Non mais jeune papa GT3. Non, justement, il pourrait profiter des week-ends sans Grand Prix pour rester avec. On est d'accord. Avec Kelly et Lily. Non. Et non, tu vois. Alors peut-être que c'est une volonté chez Max de fuir le foyer familial. Non, pas du tout, parce que s'adonner à sa passion, mais je ne pense pas. Non, il vient de dire que non, justement, il déteste la porte sur la table, papa. C'est quoi? Alors, il y a une volonté de monter son écurie, de préparer l'avenir en disant j'aurai mon écurie, pourquoi pas un jour avoir une écurie de voilà, cette volonté entrepreneuriale peut-être. Et très bien faire de la pub à ses voitures en prenant le volant, ça coûte pas grand-chose et c'est juste faire quelques tours. Il prépare sa reconversion, vous pensez déjà? Surtout que je pense qu'il y aura une grande satisfaction quand il aura sa licence et qu'il roulera en GT3 et et que justement, c'est pour ça que j'ai dit quand il pourra le faire et rouler avec une voiture non bridée, parce que là, je sais pas si tu disais qu'il y avait la vidéo, mais la voiture avait quand même 125 ou 150 chevaux de moins et je sais plus combien de kilos en plus, quoi. Et au démarrage, d'ailleurs, l'image elle est impressionnante parce qu'en fait ils partent, donc c'est super bien qualifié, et ils partent et tu vois tout le monde le double, donc il finit 27e, c'est pas la même catégorie, tu vois ce que je veux dire, c'est il a fait des merveilles. Ouais, et c'est ça, le résultat, tout le monde dit ah ouais quand même, quoi. Allez, madame, messieurs. So box. On peut s'en aller, c'est le moment où... On laisse Guillaume. La minute de Guillaume. Le quiz F1, bien sûr. Oh là là. Place au quiz F1 avec cette semaine une mise à l'honneur de débutants, des débutants qui ont brillamment réussi leur première année de
ou leurs premières années de débutants, hein, pas n'importe lesquels en tout cas, hein, ce ne sont plus des rookies aujourd'hui. Dès la première course par exemple, ou leur première saison, ils ont bluffé le paddock par leur talent. Ça pose le décor. Ça peut être une position, ça peut être des podiums, ça peut être une victoire. Vraiment, ils ont marqué les esprits dès leur début. Vous êtes prêts? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. Oui, c'est bon? Allez, c'est bon. J'ai brillé en F1 lors de mon premier Grand Prix. Lewis Hamilton. Elle ne va pas si vite. Non. J'ai couru mon premier Grand Prix en 1989 au Grand Prix de France. Allez-y. Jean, allez-y. Bonne réponse. Mais si, on l'a interviewé ensemble. Je me suis classé 4e pour mes débuts avec l'écurie Tyrrell. C'est une vraie performance, un premier Grand Prix. On le voit à côté d'Éric Bernard sur cette photo. Je suis un pilote français né à Avignon. Je suis devenu un favori du public chez Ferrari malgré une seule et unique victoire au compteur. Jean, allez-y, national. Question numéro 2. Je brillais en F1 lors de mon premier Grand Prix. N'allez pas trop vite. J'ai débuté ma carrière en F1 en 1980 au Grand Prix d'Argentine. J'ai marqué un point dès ma première course. J'ai fini 6e. Prost. Alain Prost, bonne réponse de Laurent Pantanage. Argentine. Comment ça va en régie? Ça va bien. Hello. Ça va bien. Ah, ils sont, Bon, là, ils sont. Okay. Alors, ça donne quoi au score? Bah, ça fait 3 pour Laurent, 3 pour Guillaume. 4 pour moi, non? 4 pour Guillaume et 2. Non, 3. Ah oui, 3, parce que la deuxième question. Mais non, là. Tu vas pas nous rouler, Guillaume. Hein. Mais non. Non, la première question, il a répondu dès le début. Oui. T'as fait la deuxième. T'as pas dit Hamilton, mais après, t'as fait la deuxième. Ah, attendez. Il a brillé lors de son premier Grand Prix. Voilà, mais ça, j'ai dit, ça c'est la première question. Dans ce cas, toi, c'est pareil, c'est toi. Mais non. Si, je crois que t'as les gars. Si, t'as pas répondu à la première question. Pas tous en même temps. La VAR est ici. La VAR est en régie. La première question était Jean, allez-y. Tu as répondu au premier indice ou au deuxième? Alors, quel était le premier indice? J'ai couru mon premier Grand Prix en 89 au Grand Prix de France. Premier, j'ai répondu là. Bon, donc bah non, c'était le deuxième ou t'as répondu là? Non, le deuxième, Guillaume. Je suis classé 4e pour mes débuts avec et attends, j'ai gagné lors de mon premier Grand Prix. C'est pas une question ça. Il a raison. Voilà. T'as raison. Est-ce que j'ai gagné pour le C'est pas une question? C'est une question, ça, oui. Ah, bah alors c'est la deuxième. Alors, il a répondu à la deuxième question. Est-ce que ça, c'est la première proposition? Oh. La première proposition était j'ai couru mon premier Grand Prix en 89 au Grand Prix de France. Donc c'est 4 points, les gars. 4 points pour Guillaume. Ah oui, Alain Prost, j'ai débuté ma carrière en F1. Oui. Tu as appuyé sur quoi? Vas-y. Et il a pu comprendre parce que du coup, il y avait ça plus le truc de 6e. Allez, next one. Let's go. Bon, donc ça fait 4-3, c'est ça? Et 0 pour Justine. Donc la phrase, j'ai couru mon premier Grand Prix. En 80 au Grand Prix d'Argentine. Non, tu as dit une phrase avant. Tu as dit j'ai marqué. J'ai brillé en F1 lors de mon premier Grand Prix. Voilà, ça c'est la pause. Voilà. Ça c'est pas une question. Non. Indice numéro 1. Voilà. J'ai débuté ma carrière. Bah oui. Bon, on va y arriver. Allez, question suivante. Je suis un pilote de F1 qui a brillé dès ses débuts. C'est large comme question. Bon. Premier indice. J'ai remporté ma première victoire à 18 ans, 7 mois et 16 jours. Max Verstappen. Bonne réponse. Là, elle a 4 points. Et là, j'ai pas le dos. Bonne réponse. T'as pas le dos. Grâce à une erreur de Lewis Hamilton. Oh, ça suffit, monsieur Guillaume. On en parlait pas sympa. On va l'interdire de plus d'efforts. Je suis le plus jeune vainqueur, on l'a dit aussi, d'un Grand Prix en F1. J'ai remporté ma première victoire lors de ma première course avec Red Bull, ce qui est encore plus exceptionnel. Et je suis le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à prendre un départ. Regardez comme on a mis à chaque fois des photos. Alors j'ai rencontré ma femme. Et à l'époque, bon, là, il n'était pas prêt encore. Il n'était pas rookie l'année là, donc c'est un peu. Deuxième année. C'était ses débuts. C'était sa 3e année. Deuxième année. Et c'est fini, hein? Bon. Autre question. Je suis un pilote de F1 qui court encore en 2025. Et donc un rookie brillant. Hamilton. Indice numéro 1. Ah oui, bah oui. J'ai signé... Tu as dit Hamilton? Ouais. Oui. Bah, c'est pas Lewis Hamilton. Aïe, aïe, aïe. J'ai signé une pole position dès ma première saison rookie en 2010. Dès ma première saison rookie. Indice numéro 2. Non. Cette pole a été réalisée au Brésil avec l'écurie Williams. 2010. Tu sais? Eh oui. Il sait qui c'est.
Je suis indice numéro 3, le pilote de F1 ayant changé, enfin en tout cas l'un des pilotes ayant changé le plus d'écuries, pas moins de 10. Quoi? Hülkenberg. Nico Ah Hülkenberg, bonne réponse de Laurent. Et en 2025, j'ai signé mon premier podium à F1. Et c'était à Silverstone. Tu l'avais fait? Ah ouais, non, j'ai pas du tout. Et c'est quoi? Il a fait une pole au Brésil aussi. Oui. Au Brésil, mais c'est au Brésil. Tu n'écoutes pas les gars. C'était la dernière. Regarde comme il était jeune. Ouais, tu passes, t'es à 5 points. En revanche, il s'est fait virer dès la saison suivante. 5-4-4. Alors, on laisse la régie, s'il vous plaît. Ça donne quoi au score? 5-4-4, comme l'a dit Guillaume. Bon. Et qui est en tête? Laurent. Ah, c'est Laurent. C'est Laurent. Ah, bien. J'ai répondu trop vite. Hein. Je vais vous faire deviner un pilote d'F1 qui a brillé dès sa première saison. Voici l'indice numéro 1. C'est clair comme ça? Très clair. Oui. Lors de ma première saison F1 en 2018, je suis rentré dans les points à 10 reprises. C'est pas pour un rookie, c'est assez rare. 2018. C'est récent. Faut me prendre des risques, les amis. Non? Bon, indice numéro 2. Je marque cette année-là mes premiers points en F1 au Grand Prix d'Azerbaïdjan au volant d'une... Je termine 6e au volant d'une Sauber. Un rookie chez Sauber. Alfa Romeo. Le Oui. Ah oui. Claire? Mais oui, Leclerc, bonne réponse de Justine. J'ai bugué. Mais Ouais. prends des risques, Je sais plus pourquoi Justine. j'ai lu sur lui. Ok. J'ai rejoint Ferrari l'année suivante et j'ai remporté mon premier Grand Prix sur une Ferrari en 2019. C'est vrai qu'il est passé par. Regardez comme il était tout jeune, le petit Charles Leclerc. On est tellement habitué par lui chez Ferrari. Ouais, en fait, J'ai bugué, mais j'ai lu il y a pas il a longtemps. On était fait qu'il était chez ses Sauber. débuts chez Alpha. Là, je suis un peu. Eh oui, ça donne On quoi va la un peu, régie? Je rêve ou Justine prend la tête? Non, là, c'est Sept points pour exceptionnel. Justine qui C'est prend la moi. C'est exceptionnel. Allez, question numéro 6. Vous n'avez pas de chance que je l'ai rallongé le... Oh non, oh non, c'est ma seule victoire possible. On va peut-être s'arrêter à 6. Je suis un pilote de F1 qui a brillé dès sa première saison. J'ai fait sensation lors du Grand Prix de Monaco en 1984 avec une Toleman. Ayrton Senna. Bonne réponse Ça, je- de Laurent Pantanach. Ayrton Senna, j'ai terminé 2e dans des conditions de pluie extrêmes. Ma remontée fut stoppée par un drapeau rouge très controversé et je suis triple champion du monde et l'un des plus grands de l'histoire est regretté. Bravo. Erreur stratégique de la FIA qui a... Encore. Jackie X. Déjà. Jackie Ouais, X, et qui était qui a- le directeur de... Et tu connais l'histoire, hein? Enfin, c'est la CO à l'époque, hein, plus que la Ouais. FIA. Non mais non, excuse-moi, tu connais l'histoire. C'est le demi-point, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, tu marques la moitié des points, pas le demi-point. Donc en fait, Prost remontait, et donc en fait, Non, Senna remontait, donc ils ont voulu arrêter la course, sauf qu'en arrêtant la course, tu marquais pas l'intégralité points, c'est-à-dire les 10 points, mais 5 points, et il lui a manqué un demi-point à la fin de saison, alors que s'il avait fini second, il aurait eu, je sais pas, 6 ou 8 points avec les points de l'époque, et il avait le demi-point de plus. Donc on continue parce que tu peux encore gagner. Ouais, je suis très mauvais. Tu dis que tu arrêtes à 6 et que j'ai Non, gagné. mais je- Et T'as là, gagné, Laurent. en fait, tu vas à tout prix pour une Ouais, fois ouais. que je peux gagner face à. Laurent, t'as gagné. Mais non, Dans je nos suis cœurs. un pilote de F1 qui a brillé dès sa première saison. On continue. Indice numéro 1. J'ai signé la pole position lors de ma toute première course en F1. C'est rare. Allez, Ah, mais j'en ai vu un tout à l'heure, mais ça peut pas, ça vient et au vieux. milieu des années 90. Barangui, je sais plus comment il s'appelle. Villeneuve. Non, ouais. Jacques Villeneuve, Ouais. bonne réponse de Guillaume Pommier. C'était en Australie en 96 avec Williams. J'ai failli d'ailleurs remporter la course, mais un ennui mécanique m'a obligé à laisser dépasser, on le voit, mon coéquipier Damon Hill. Et j'ai été champion du monde dès ma seconde saison. En régie, ça fait quoi? Dingue. Ça fait 9 pour Laurent, 8 pour Guillaume, Allez. 7 pour Justine. Bravo. Et victoire de Laurent Pantanach. Bon, ça va? Tu n'as même pas mis t'applaudis une question sur Hamilton. C'était la question suivante, mais tu veux pas la faire. donc Mais non, on il faut passe la pas. faire. Pourquoi tu... Maintenant, voilà. Regarde, on peut tous gagner là en fait. Mais ouais, mais il aurait gagné. Il n'y a pas de question subsidiaire, non? Mais c'était Hamilton. Oh non. Ah Je suis un- non. eh ben Alors, ouais. franchement, tu. C'était quoi la question? Je reste sur ma Je fin. suis un pilote de F1 qui a brillé dès ma première Stop. saison. Je suis le rookie qui a marqué le plus de points lors Ouais. de ma première saison en F1 en 2007. Ah, Mais- forcément, ouais, il y bien avait la sûr. voiture qu'il avait aussi. Cette année-là, j'ai signé 4 victoires. Cette année-là, j'ai signé 9 podiums Ah, mais- consécutifs dès ma première saison. C'est des stats de folie pour Lewis Hamilton. Et cette année-là, j'ai terminé 2e du championnat au point du titre, Ouais. à ex aequo avec, regardez, Fernando Alonso. La coupe de J'aurais cheveux. gagné. Eh ouais. Et il avait moins de cheveux que Les maintenant. deux, ils avaient le Les truc. deux là. avaient le cheveu. Allez, Bon, on bah, passe à bravo. la La minute mode à instant, l'époque. les amis. C'était serré.
Alors vous le savez tous, on refait la F1, tous nos fans du paddock sont amoureux, nous sommes amoureux de belles autos. Regardez cette vidéo tournée à Monaco, une magnifique 512 TR qui a succédé à la mythique Testarossa. Mais ce qui est intéressant, saurez-vous reconnaître le conducteur? Alonso. C'est Alonso. Oui, Fernando. Fernando. La classe. Il vit aussi à Monaco? Une 512 TR? Ah ouais, c'est beau, hein? Il vit à Monaco, Fernando? Ouais. Ah ouais. Bah oui, optimisation fiscale oblige. Elle est belle, hein, c'est beau, c'est évents. Ouais. Là, tout à fait, ouais. Ces évents là, ces ouvertures un peu de requin sur C'est le la version 2, hein, la 112 TR. Ouais. On en a vu une, tu te rappelles, on en avait revu une de côte à côte avec au Grand Prix de France. Bonne nouvelle, les ingénieurs, bonne nouvelle pour Guillaume, les ingénieurs d'Alpine ont comparé leur voiture aux concurrents et ils ont trouvé le souci, regardez. Voilà, fin de pénétration dans l'air, on a à peu près compris ce qui se passait. C'est dur là. Oh, c'est marrant, non? Tu sais ce que je t'ai annoncé cette semaine, Olivier? Non. Sur les perspectives de Gasly. Gasly champion du monde l'année prochaine. 2028. 2028. Noté, hein. L'année prochaine, victoire, podium, victoire. Non, les podiums. 2027, victoire. 2028, champion du monde. Et comment s'est donc passé, tu en as parlé, mais il y avait un petit extrait qui était prévu dans la Minute Insta, la course de Max Verstappen en GT3 au Nordschleife. Regardez en image, et effectivement, le départ est un peu compliqué. Hein. Regardez, il s'est passé quasiment par tout le monde. oui. Tu l'as dit parce qu'en fait, ils ont bridé son moteur. Ça Hein. devait être Et il a une double peine, il a le moteur qui a 150 chevaux de moins et la voiture qui fait 100 et quelques kilos de plus. Ça devait être Donc, super frustrant. Mais pourquoi, du coup, ils ont. Parce qu'il est jeune pas pilote. sans permis. Il n'était pas Ouais. encore de permis, ouais, c'est ça. Il n'avait pas tous ses points. Mais il les a maintenant. Allez, on passe au pronostic pour Ça va le Grand déchirer. Prix d'Azerbaïdjan. Grave. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash, et si celui-ci est perdant, dans la limite de 100 €. Et le bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Voilà. Comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant, bien sûr, dans la limite de 100 €. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur winamax.fr et renseigner, je vais y arriver, le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo. Attention, Je fais déjà les paris. cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Hein. Je vous rappelle que c'est un jeu d'argent ces jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et que ce n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Allez, on revient sur vos pronos de la semaine dernière du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour vous permettre de parier avec notre partenaire Winamax ce week-end. Et vous pourrez éventuellement revenir sur vos pronos si vous voulez. À la fin, si vous vous êtes trouvé ridicule. On écoute. Piastri, Max, Hamilton. Je vois Lando premier, Charles second et Lewis troisième parce que les Ferrari vont aller mieux. Max, Lando, Charles. Moi, j'ai plus loin que toi. Les 2 McLaren vont se toucher. Donc, ça va être Verstappen, Leclerc et Russell, parce qu'il faut bien qu'une fois, ils soient sur le podium. C'est Oscar qui va avoir un problème. Donc, c'est Norris, Max, Charles. Je mettrais Norris en 1, Verstappen en 2. Et j'hésite entre Leclerc et Russell, mais comme Alain a l'air confiant, je vais redonner aussi un peu le sourire au Ferrari. Ce sera Leclerc qui sera troisième. Eh bien, moi, je vais mettre Max, Norris, Piastri. Alors, vous maintenez les amis ou vous revenez sur votre... Ah, moi je maintiens. Alain n'est pas là, donc tu peux changer. Non, je maintiens. Faire un peu. Ils sont moi en aussi. souffrance, nos amis. Toi aussi, t'as mis Charles, du coup, tout le monde a mis Charles sur le podium. Alors, rendez-vous donc la semaine prochaine. Hein, c'est la fin d'En refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc lundi prochain sur notre chaîne YouTube et Apple Podcast et Spotify pour débriefer ensemble le Grand Prix d'Azerbaïdjan. On verra qui a eu raison sur les pronos et qui va s'enrichir grâce à nous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également Des petits pouces. des petits pouces. Merci Justine. Allez, à la semaine prochaine. Salut.